Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau associé par VK. On va parler de la loi SRU dans quelques secondes, mais tout de suite, les brefs de la semaine. En matière d'agents, 2 décrets modifient les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale des policiers municipaux. Et puis a été publié un arrêté sur les taux de promotion ou de sélection des agents non titulaires des agences de l'eau. La CEDH, au diapason d'autres institutions, vient d'améliorer le niveau de protection des lanceurs d'alerte, dans la fameuse affaire LuxLeaks. Et puis a été adoptée une circulaire sur le régime indemnitaire des administrateurs de l'État. Je vous rappelle que c'est le nouveau grand corps unifié, sauf pour ceux qui ont choisi de rester dans leur corps d'origine pour l'autre fonction publique de l'État. Et puis la CA de Versailles a précisé le régime contentieux lorsqu'il s'agit d'attaquer une lettre par laquelle l'administration informe un agent public que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur ces traitements. Et puis une circulaire en matière de contrat a été adoptée, une circulaire de la Première ministre qui prescrit des mesures assez strictes sur le pilotage et l'encadrement du recours aux prestations intellectuelles informatiques. On est dans la continuation des remous post-recours aux sociétés de conseil. Et puis le théâtre de Poitiers a illustré de manière intéressante le régime du recours en reprise des relations contractuelles. Et puis en matière de commande publique, l'interprétation de l'acheteur public sur une notion appréhendée pour faire une offre ne sera pas toujours un acte attaquable en soi. Une réponse est faite à une personne sur comment calculer un élément qui devient un paramètre en réalité derrière en matière de marché, eh bien ça n'est pas forcément un acte attaquable en soi, ce qui est une relativisation de l'extension de ce qu'on appelle les actes de droit souple, notamment depuis l'arrêt Gisti. Décision néanmoins prise en matière de marché de défense, donc à ne pas étendre non plus trop aisément à d'autres domaines. Et droit souple toujours, le Conseil d'État a fait un tri, intéressant d'ailleurs, sur ce qui est attaquable ou pas quant aux actes, documents, interprétations de la Miviludes en matière donc de dérives sectaires. En matière de finances, au niveau de l'État, les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels peuvent désormais clairement déléguer leur signature pour leur qualité de comptable public aux agents du département comptable ministériel. Le théâtre de Montreuil, par une décision intéressante, a validé le calcul de la DSI pour toute une série de communes requérantes, de DSU, et le théâtre de la Polynésie française en matière d'environnement a annulé le refus de principe d'un maire d'user de ses pouvoirs de police pour une pollution en mer à la suite de questions d'assainissement. C'est plus transposable à l'Hexagone qu'on ne le croit, nonobstant l'intercommunalisation de la compétence pour un grand nombre de PCF qui était propre, puisque je vous rappelle que là nous parlons des pouvoirs de police générales du maire qui ne sont pas intercommunalisés d'une part, et que nombre d'intercos donnent lieu à un refus d'intercommunalisation du pouvoir de police spécifique dans le cadre de l'article 51.9.2 du CGCT d'autre part. En matière d'environnement toujours, pour le S-métaux-lachlore, on va vers une interdiction des principaux usages pour préserver la qualité des eaux souterraines. Et puis, c'est fini des règles covidiennes qui étaient quasiment spécifiques à la France en Europe, en matière de boues de stations d'épuration. Donc c'est la fin des traitements complémentaires d'hygiénisation et quelques autres mesures restrictives d'épandage. Signature d'un tout nouveau contrat de présence postale territoriale 2023-2025, AMF, La Poste, État. Et puis, assez grosse actualité aussi en urbanisme, puisqu'on a une décision intéressante du Conseil d'État sur les recours contre les permis de construire modificatifs. Et le Conseil d'État ouvre assez en grand les portes du prétoire en la matière. À noter aussi, pour la surélévation des copropriétés, qui est souvent une hypothèse sur laquelle travaillent beaucoup de territoires pour des raisons de ZAN, eh bien l'ANIL a fait un document à destination des collectivités qui est intéressant. Voici ici les références. Et puis les mini-brèves, que voici. Passons maintenant à notre grand dossier, loi SRU, un an après la loi 3DS. Alors, la loi SRU attaque sa 23e année, bien, avec des résultats contrastés mais globalement positifs selon des études tant du Sénat que de la Cour des comptes en 2021, et un mode d'emploi assez sévère pour celles des communes qui ont un foncier extrêmement onéreux et qui ont du mal, du coup, à se libérer de l'espace pour mettre du logement social. Et ce n'est que dans des cas très stricts qu'elles réussiront à avoir une minoration de leurs amendes, voire encore récemment le théâtre Cergy-Pontoise, 17 janvier 2023, mais bon, l'arrêt canonique en la matière, c'est Conseil d'État de juillet 2021. Décision d'ailleurs à avoir à l'esprit aussi sur les communes qui ont le droit d'être exclues et pour lesquelles notamment l'intercommunalité ne transmet pas leur demande d'éligibilité à cette exclusion, commune des Mérinvilles, 10 mai 2022.
Ceci dit, ce régime a été modifié assez largement par la loi 3DS du 21 février 2022, et un an après cette loi, regardons ce qu'il en est ensemble. Alors, on pourrait passer des heures à décortiquer tout ceci. Rappelons que, évidemment, on a des changements assez larges du régime de la loi SRU avant 3DS comme postérieurement à la loi 3DS, avec donc des modifications de l'article 302.5 du Code de la construction et de l'habitation, CCH. On a des évolutions des dérogations possibles, y compris de non-application à la défense, une pérennisation de ce régime, c'était discuté, mais avec une suppression des dates butoirs de 2025 sur les objectifs de production de logements sociaux. La Commission nationale SRU a perdu son droit de veto en cas de contrat de mixité sociale, et ces CMS importants permettent d'adapter les objectifs, 9 ans maximum, avec prise en compte d'un certain nombre de difficultés rencontrées par la commune et de besoins d'intérêt général identifiés, et possibilité de mutualisation intercommunale des objectifs de l'OSRU qui a évolué avec l'article L302-8 du CCH. Et des évolutions également en matière de dérogation, disparition de la reprise par le préfet du droit du maire d'attribuer des logements sociaux, possibilité de diversifier les attributions de logements sociaux pour protéger les résidences fragiles, restitution au cas par cas à la demande du maire du droit de préemption et d'attribution des PC, suppression de la majoration de 100% des pénalités en cas de deuxième carencement, production de logements pour les communes même qui seraient exemptées car inconstructibles, dans un cadre tout à fait nouveau avec des possibilités de dérogation pour les préfets. Dans la convention intercommunale d'attribution, fixation par la loi 3DS, donc d'un objectif, enfin dans le cadre de la loi 3DS, d'attribution des travailleurs clés qui exercent une activité qui ne peut être assurée en télétravail et qui évolue dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la nation, et prolongation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers dans un cadre assoupli. À noter, du coup, l'importance du dispositif CMS. Or, le ministère chargé de la ville et du logement a diffusé il y a peu un important guide dont voici ici les références qui apparaissent à l'écran. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre sur pause pour voir ces deux tableaux parce qu'ils sont tout à fait intéressants. Sur tout ceci, quelques questions à Monsieur Rodrigo. Monsieur le directeur général adjoint, bonjour. Bonjour maître, merci de votre invitation. Première question, au total. La loi 3DS a-t-elle assoupli le régime de la loi SRU? En effet, la loi 3DS assouplit quelque part le régime SRU en supprimant l'échéance de 2025 qui s'imposait aux communes concernées pour la réalisation du taux de 20 à 25% de logement social. Le texte introduit un taux de rattrapage de 33% sur des périodes de 3 ans. Quelque part, je pense que c'est une forme de pragmatisme avec un lissage, d'autant que l'introduction du contrat de mixité sociale peut être intéressant pour certains territoires. Je note aussi l'adaptation de régimes d'exemption qui ont été introduits par le texte, notamment pour les communes qui sont situées en dehors d'une agglomération de 30 000 habitants, qui présentent une faible densité, ou pour les communes qui sont frappées d'inconstructibilité. On pensera notamment aux communes situées sur le littoral. J'observe malgré tout une forme de prudence de la part du législateur avec le renforcement des sanctions financières. Il faut quand même garder en tête que la loi SRU, à travers son article 55, a posé les jalons d'une politique structurante d'habitat. Depuis 20 ans, c'est près de 2 millions de logements qui ont été réalisés. Et malgré tout, aujourd'hui, encore 11 000 communes restent déficitaires avec un besoin, rappelons-le, extrêmement important en termes de logement social. On évoque fréquemment le fait que près de 70% des Français sont éligibles à un logement social. Et quelle est votre expérience du déploiement du BRS et de son intégration dans le LLC? Le BRS, c'est un outil intéressant qui marque vraiment un pas dans la politique culturelle française en matière d'habitat. Là où on avait traditionnellement une dichotomie, parfois simpliste, entre le locatif, dont le locatif social, et la propriété. Alors, rappelons qu'en France, en gros, 6 Français sur 10 sont propriétaires. C'est assez singulier, notamment à l'échelle européenne. Vous prenez un pays comme l'Allemagne, on est un peu au-delà de 50% de propriétaires. Bon, on constate donc un désir de propriété et des difficultés qui généralement sont liées à des problématiques foncières et la capacité des politiques publiques à mobiliser du foncier. C'était l'échec de la maison à 100 000 euros engagé par Jean-Louis Borloo. Donc le BRS est vraiment un outil qui a du sens sur le long terme. Il est intégré dans le contingent de logement social. Il complète un dispositif global de parcours résidentiel.
Il est garanti à terme d'avoir cette vocation sociale en cas de revente. Donc on a vraiment quelque chose qui est inédit dans notre façon d'appréhender le logement et qui sera intéressant à moyen long terme pour les collectivités. Et quelles sont les difficultés récurrentes auxquelles vous êtes confrontés? Les difficultés récurrentes, elles viennent tout simplement de la nécessité de produire une offre diffuse à l'échelle du territoire. La loi 3DS, d'ailleurs, impose pour les communes exemptées l'obligation de produire 25% de logement social pour les opérations de plus de 12 logements. Ça réinterroge généralement des modèles sur le fait que la VFA du privé vers le bailleur reste un principe. Moi aujourd'hui, je suis intéressé pour travailler sur la mixité à l'échelle du palier et non pas à l'échelle du quartier. Sans doute, l'enjeu, il se situe une fois de plus sur la question foncière, sur la capacité à mobiliser le foncier pour améliorer les bilans et être en capacité de produire une offre adaptée à tous. Bien, merci beaucoup, au revoir. Merci. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.